Wherever you are, whatever you're doing, we're there with you. C'est la promesse, vous l'avez compris, dès ce système. À l'heure où ce monde change comme jamais auparavant, une réponse qui impose justement à chaque entreprise ce besoin de se transformer en profondeur, inventer de nouvelles solutions, des produits toujours plus smart, durables et responsables. Ça tombe bien parce que c'est exactement ce dont on va parler tout au long de cette matinée avec nos invités. Et on va d'abord prendre un petit peu de hauteur à bord de Dragonfly, l'avion à hydrogène de Blue Spirit Aero. C'est un plaisir pour moi d'accueillir tout de suite Olivier Savin pour en parler. Et Olivier, on n'est pas seul sur cette scène parce qu'on est accompagné par la très très belle maquette de Dragonfly. On va y revenir justement dans un instant, mais d'abord laissez-moi vous présenter. Vous êtes le fondateur de Blue Spirit Aero, start-up française s'il en est, qui vient tout juste de fêter ses 2 ans. Toulouse, Adélaïde en Australie, Paris, ce sont 15 personnes qui mettent justement en musique, en mouvement, ce rêve, qui en font une réalité, celle de l'avion zéro émission, l'avion à hydrogène. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des énergies renouvelables et de la nécessité, notamment pour l'industrie aéronautique, de se transformer. À la sortie de la pandémie et des confinements, notamment les plans de relance européens, s'il en est, et aussi nationaux, ont été conditionnés à l'utilisation d'énergies renouvelables pour l'industrie aéronautique, entre autres. C'est l'idée qui vous a poussé à pouvoir développer Blue Spirit Aero. Oui, précisément, le contexte est on ne peut plus favorable, hein, vous venez de le signaler. L'aviation traverse une crise existentielle majeure qui nécessite une réinvention du modèle. Ça passe par un certain nombre de transformations. On assiste à de nouvelles missions, à de nouvelles topologies d'aéronefs, à de nouvelles contraintes sociétales avec la question de la décarbonation qui devient un enjeu économique majeur. Parmi ces nouvelles pratiques de la mobilité aérienne, on peut citer par exemple les air taxis, l'Urban Air Mobility avec les objets à décollage et atterrissage vertical. Nous, on nourrit une conviction chez BSA, Blue Spirit Aero, c'est celle qui consiste à dire que l'hydrogène a un rôle déterminant à jouer dans cette réinvention de l'aviation. Et cette conviction est alimentée par mon parcours personnel de 25 ans dans l'industrie, à la croisée d'une expertise entre l'aéronautique et l'hydrogène. Et c'est cette expertise aujourd'hui qui vous permet d'avoir identifié un segment du marché qui est celui des avions de formation, je crois. Ce sont des petits avions de 4 à 6 places qui favorisent le transport intergénérationnel. Pas du tout interrégional, c'est déjà pas mal, dites donc. On va faire des voyages dans le temps bientôt, mais pas encore. Justement, encore une fois, c'est cette courbe d'expérience-là, ce parcours-là, Olivier, qui vous permet de vous dire que c'est le meilleur segment de marché pour cet avion à hydrogène. Oui, tout à fait. Les cibles qu'on vise dans un premier temps, c'est la totalité des secteurs de l'aviation légère. La raison, pour nous, elle nous semble naturelle, c'est le fait que les technologies, en particulier les technologies de propulsion qui équipent ces avions, datent de l'après-guerre. Donc 70 ans de l'utilisation et de l'exploitation d'une technologie moteur à combustion à piston. Et on arrive au bout de ce modèle. De fait, les avions qui équipent aujourd'hui la flotte de 250 000 aéronefs dans le monde ont une moyenne âge de 40-45 ans et ils arrivent en butée. Ils arrivent en butée de leur capacité. Il y a des exemples qui mettent en évidence qu'un avion dans un aéroclub passe 2/3 de son temps en maintenance, en réparation, et uniquement 1/3 de son temps à faire ce qu'on lui demande, c'est-à-dire voler. Donc, il y a une vraie opportunité pour nous de se positionner sur un avion nouveau qui répond à ces exigences sociétales et qui permet d'avoir la solution vertueuse qui est d'ores et déjà demandée par les opérateurs. Et alors, il y a 2 plans, axes de conquête, même si j'ose dire, le marché français et puis le marché international. Comment est-ce que vous comptez aller les conquérir, ces marchés ? Alors, la demande est forte partout, en lien avec l'attrition des appareils existants, mais aussi avec un besoin croissant qui émane d'un certain nombre d'acteurs comme les compagnies aériennes, qui se sont dotés abondamment d'avions de ligne ces derniers temps, et dont on se rend compte que le vivier de pilotes nouveaux
destiné à opérer ces machines n'est pas au rendez-vous. Boeing fait état, par exemple, de 600 000 pilotes à former ces 20 prochaines années, et ces jeunes pilotes ne sont pas encore sur le marché. Et le corollaire de ce constat, c'est que les machines, les outils de formation ne sont pas là au rendez-vous non plus. Donc il y a réellement une dynamique dans laquelle une nouvelle solution comme la nôtre a du sens. Oui, absolument, et qui peut totalement s'intégrer à la formation des nouveaux pilotes à venir sur ces avions à hydrogène. Alors, on ne va pas se mentir, vous n'êtes pas tout à fait seul à se lancer sur ce marché, notamment sur l'avion zéro émission. Comment est-ce que Dragonfly va faire la différence? Alors, le principe de base de Dragonfly, c'est de faire en sorte que les technologies hydrogène et puis la combustible soient le centre de nos contraintes de développement. Et c'est la raison pour laquelle on se refuse de rentrer dans un mode qu'on appelle dans notre jargon le rétrofit, c'est-à-dire l'utilisation d'une plateforme existante au profit d'une transformation qui nous permettrait d'extirper la motorisation thermique classique au profit d'un moteur électrique alimenté par des piles à combustible à hydrogène. C'est vraiment ça le secret absolu de Dragonfly. Le fondement du projet, c'est celui-ci, et ça se traduit par un certain nombre de caractéristiques qu'on peut avoir, dont on peut avoir l'illustration sur l'écran. Donc on n'a pas un moteur unique, on a une répartition de moteurs, de façon à pouvoir accommoder une robustesse à la panne, une réelle redondance de la source propulsive. On s'est attaché aussi à positionner tous nos systèmes de stockage d'hydrogène à l'extérieur de l'avion pour éviter tout problème en lien avec les fuites. Et on voyait vraiment Dragonfly, cette très belle modélisation 3D de Dragonfly sous nos yeux. On l'a aussi en maquette, je le disais tout à l'heure, et on est vraiment ravis. Moi, je pense que je vais finir par partir avec avant la fin de cet événement, tellement elle est incroyable, cette maquette. Là aussi, ça va nous permettre de détailler des caractéristiques. Et il y a des secrets aussi dans cet avion que vous allez nous dévoiler. Tout à fait, oui. Donc voilà la maquette qui est totalement représentative de l'avion à terminaison à l'échelle 1/30e. Les caractéristiques principales de cet avion, c'est qu'il est performant par rapport aux avions de gamme similaire, c'est-à-dire une tonne 5, une tonne 6, qui seraient équipés par une motorisation basée batterie ou une motorisation conventionnelle, moteur thermique à piston. Donc typiquement, pour vous donner quelques ordres de grandeur, l'avion est capable de franchir une distance franchissable de 700 km. C'est à peu près 3 fois plus que ce qu'un équivalent équipé avec des batteries pourrait accommoder, à une vitesse de croisière de 230 km/h. Et puis il y a un énorme avantage dont on dispose aussi, c'est que la fonction propulsion n'est pas portée par le fuselage, par la partie centrale de l'avion, mais uniquement par les ailes, par la voilure. Si bien qu'on peut dédié à la cabine uniquement la fonction de transporter la charge utile, c'est-à-dire les passagers et le cargo. Si bien qu'on s'est arrangé pour avoir une cabine qui se détache de la concurrence. On a une cabine plus large, ce qui n'est pas bénin, en particulier pour attaquer le marché américain. Le marché américain est caractérisé par des personnes qui veulent avoir un certain espace personnel autour d'eux. Et donc, une cabine large joue évidemment en notre faveur. Le fait que la fonction propulsion ne soit pas installée sur le fuselage permet aussi une grande visibilité. C'est pour ça qu'on voit apparaître sur cet avion une visière à la manière de ce qui est fait sur les hélicoptères, par exemple. Donc il y a vraiment des caractéristiques qui permettent là aussi de pouvoir aller plus loin, notamment en termes de conquête de marché. Alors, c'est vrai que cet avion hydrogène, il fait rêver. On se dit que il y a quand même encore quelques challenges à relever, notamment en termes de réglementation et de commercialisation, que vous visez quand même pour 2026. 2026, Olivier, si vous me permettez, c'est littéralement cet après-midi. C'est demain. C'est demain, et vous n'avez plus de micro. C'est dommage, parce que moi j'aurais aimé savoir comment on allait pour 2026. Réessayons. C'est demain, vous m'entendez ? C'est demain, donc il y a encore un petit peu de temps devant nous. Le premier vol est prévu pour fin 2024, mais effectivement, il y a un certain nombre de défis à relever. Le premier d'entre eux, c'est de faire en sorte que les talents qui nous accompagnent, les ressources humaines qui sont les forces vives de notre développement, puissent travailler ensemble. Et vous l'avez signalé tout à l'heure, on est positionné sur plusieurs sites dans le monde, y compris en Australie. Et donc, il est nécessaire pour nous de trouver les moyens de faire cohabiter ces différentes expertises sur une même plateforme.
Le deuxième sujet, qui est un sujet récurrent chez les startups, c'est celui du financement. Donc c'est le fil rouge de nos activités, récolter des fonds à bon entendeur. Peut-être quelques personnes dans la salle qui peuvent être intéressées, on ne sait jamais. Le troisième élément conséquent, c'est qu'on s'efforce depuis le début du projet de développer le produit avec une orientation certification. Il nous faut prendre en compte les exigences de certification dès le début de la conception, et c'est la raison pour laquelle on a mis un accent particulier sur la redondance et la robustesse à la panne. Et pour cela, le parti pris initial auquel on a adhéré, c'est de développer tout de suite des bonnes pratiques et s'équiper d'outils numériques qui alimentent ce travail rigoureux qui est le nôtre. Et c'est la raison pour laquelle un partenariat avec Dassault Systèmes et son distributeur DPS a tout son sens dans notre développement. En guise d'exemple, voilà quelques simulations qu'on est en train de mener, des simulations aérodynamiques, des simulations sur la tenue structurelle. Et tout ça participe de la constitution d'un jeu de modèles qui va être intégré dans ce fameux jumeau numérique que Philippe et Olivier ont évoqué juste avant, absolument. Et on voyait justement ces images de modélisation. Qu'est-ce qu'on testait là exactement, Olivier, pour qu'on comprenne mieux ces images ? Donc là, dans ces images, on voyait quelques exemples des simulations en cours, avec par exemple la caractérisation de l'écoulement de l'air au travers d'un groupe propulsif, et puis son effet en aval sur la voilure, sur l'aile. Là, on voyait à l'instant les propriétés aéroélastiques de la voilure en fonction de certaines contraintes. Oui, c'est très important de pouvoir les tester justement de façon virtuelle avant de passer à l'échelle et justement au prototype. Vous le disiez, sans certification, pas de Dragonfly, pas de vol effectif. Comment est-ce qu'on peut être certain que Dragonfly sera certifié ? Alors effectivement, c'est un défi de taille. La certification est essentielle pour pouvoir commercialiser l'appareil. Donc là aussi, on se distingue de certains d'autres acteurs qui communiquent abondamment dans la presse et qui font état de vols d'essai sur des prototypes, mais qui n'ont pas forcément pour vertu initiale de pouvoir aller jusqu'à la certification. Nous, au contraire, on a pris ce sujet à bras-le-corps et on s'est efforcé d'établir une démarche qui optimise nos chances d'arriver jusqu'à la certification. La certification aéronautique, elle est complexe. Ouais. Elle se distingue grandement de la certification automobile, en ce sens que ce qui est regardé avant tout par les autorités de certification, ce sont les cas dégradés. Ce sont tous les dysfonctionnements possibles de l'avion, tandis que dans l'automobile, à contrario, ce qui est regardé, c'est surtout l'optimisation du fonctionnement nominal. Donc si je comprends bien, on va prendre le scénario du pire pour pouvoir justement pousser les avions et les avions qu'on veut certifier dans tous les scénarios exploitables et se dire que oui, en cas en effet d'urgence, ils peuvent répondre et dans ces cas-là, on peut les certifier. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle un des choix structurants qu'on a pris dès le début du projet, c'est de multiplier les sources de propulsion pour être robuste à la panne. On comprend qu'avec un avion comme celui-ci, une panne moteur ne met absolument pas en cause la sécurité de l'avion, ni la conduite de son vol et la poursuite de sa mission. Et on rêve de pouvoir voler comme ça autour de la Tour Eiffel en Dragonfly. Alors, effectivement, cette vidéo est un très bon exemple de ce qu'il est possible de réaliser d'ores et déjà avec les modèles qui constituent notre jumeau numérique. Donc, ce que vous voyez ici, c'est effectivement notre avion totalement caractérisé dans son comportement, et qui est donc installé dans un décor réaliste. Ici, on passe au-dessus de Vélizy et du campus de Dassault Systèmes. Et on espère qu'en 2026, on pourra vraiment le réaliser avec des images non virtuelles. Exactement. Et évidemment, ce vers quoi on tend. Et c'est exactement ce qu'on vous souhaite. Merci infiniment, Olivier, pour cette bouffée d'air. On est parti très haut avec vous, justement, et Dragonfly. Merci pour ces vidéos, car je sais que vous avez réalisé ces vidéos spécifiquement pour cet événement. Merci infiniment d'avoir fait partager un peu de l'aventure de Blue Spirit Aero. Après cette séquence, merci à vous, évidemment, vous pouvez applaudir.